Alors, nous voilà donc pour la première vidéo consacrée au règne du roi Louis XIII. Louis XIII est né en 1601, il devient roi en 1610 à la mort de son père, il a 9 ans, et il meurt en 1643, il a 42 ans. Un règne pas très long, il meurt assez jeune, mais il aura fait plein de choses qui permettront à la France de devenir cette première puissance mondiale à la place de l'Espagne. Alors évidemment, comme il a 9 ans, il ne peut pas régner directement. Vous voyez Louis XIII au début de son règne, il est enfant. Alors ce cordon bleu là que vous voyez, comme ça, ce cordon bleu, c'est un signe pour montrer que c'est un prince. Tous les princes, alors tous les fils du roi, tous les frères du roi, tous les cousins du roi portaient ce cordon bleu. C'est important. Alors sa tenue est assez particulière, évidemment. Vous avez cette fraise qui était à la mode depuis Henri III. Et ça s'appelle un pourpoint. Et le bas, un haut de chausse. D'accord ? La mode va changer au cours du siècle, au cours du XVIIe siècle. Donc là, vous avez le jeune Louis XIII. Et donc, en dessous, vous voyez sa mère, Marie de Médicis, deuxième femme d'Henri IV, qui devient régente, puisque son fils est trop jeune pour régner. Elle est en noir parce qu'elle est veuve, d'accord ? Son mari est mort, donc elle est obligée de s'habiller en noir, comme Catherine de Médicis, rappelez-vous, lors du cours précédent. Alors, Marie de Médicis veut continuer cette politique d'apaisement qu'a mis en place son mari, d'accord ? Elle continue la paix avec les protestants, même si elle est très catholique. En fait, elle n'est pas du tout tolérante envers les protestants, mais elle sait que politiquement, elle n'a pas le choix, elle est obligée de continuer la politique d'apaisement envers les protestants qu'a mis en place son mari. Mais surtout, elle, ce qu'elle veut, c'est se rapprocher de l'Espagne. Alors, pourquoi ? Parce que déjà, elle avait sa mère qui était une Habsbourg. Déjà, par famille, elle est proche des Espagnols. Et aussi, comme je vous ai dit, elle est très catholique. Et à cette époque, défendre le catholicisme, défendre cette religion, ça voulait dire être du côté des Espagnols. D'accord ? Quand on se considérait comme très catholique, on était du côté espagnol. Et on voulait que l'Espagne domine le monde. C'était ce qu'on pensait en tant que catholique. Évidemment, les protestants pensaient, eux, au contraire, qu'il fallait se battre contre les Espagnols. Et il y avait une partie de la population, mais quand même plutôt minoritaire, qui se considérait comme catholique. C'était quand même la majorité des Français, mais qui pensait aussi qu'il fallait réduire le pouvoir des Espagnols. C'était la politique mise en place par Henri IV. Mais Henri IV était forcément suspect puisqu'il était d'origine protestante. Alors, elle va en premier remettre de l'ordre à la cour de France. Rappelez-vous, quand elle s'est mariée, le Louvre était dans un état pitoyable. Après les guerres de religion, c'était terrible. Vous vous rappelez qu'il y avait quand même la Saint-Barthélemy, plein Louvre. Donc quand elle est arrivée, le Louvre, il y avait de la paille, de la boue partout, tout était à refaire, à nettoyer. C'était, les meubles, les tapisseries, tout ça, c'était plus du tout à la mode. C'était l'époque de Charles IX et d'Henri III, même si Henri III n'a pas trop eu le temps de modifier le mobilier. Et cette princesse, Marie de Médicis, vient de Florence. Je vous rappelle, cette ville d'Italie qui a connu la Renaissance, la première ville de la Renaissance. Donc elle a connu des palais magnifiques. Et elle arrive en France, on lui dit oui, la France, vous allez voir, c'est le plus beau pays du monde, avec le Louvre qui est le plus beau palais du monde. Et elle arrive, elle se rend compte que non, pas du tout. Et en plus, les courtisans vivaient comme des copains avec le roi, avec Henri IV. Il n'y avait pas de règles pour séparer le roi de ses courtisans. Donc tout le monde vivait ensemble, il n'y avait pas d'ordre du tout. Donc ça, Marie Médicis, ça l'avait vraiment choquée. Et par exemple, les dames qui lui étaient présentées,
où les hommes, les messieurs qui lui étaient présentés, pouvaient lui faire la bise. C'était comme ça. Elle, non, c'était pas possible, on n'allait pas lui faire la bise. Elle était reine de France. Donc elle a imposé qu'on l'embrasse, mais on embrassait le bas de sa robe. On se mettait à genoux et on embrassait le bas de sa robe. C'est ça. Donc évidemment, elle passait pour une orgueilleuse. C'était choquant parce qu'on ne voulait pas séparer le roi et la famille du roi du reste de la population, des courtisans et des sujets qui venaient voir le roi manger, etc. Henri III, il avait déjà mis en place, on appelait ça une étiquette. Mais Henri III était très 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 impopulaire, il était détesté. Donc Henri IV, il avait enlevé tout ça pour être populaire. Et Marie Médicis, ça va rétablir tout ça. Et pour la politique, elle va nommer comme Premier ministre un Italien qui est venu avec elle, Concino Concini, qui était le mari de sa meilleure amie. Alors, Concino Concini, vous le voyez au document 5, il faut savoir qu'il passe dans l'histoire pour un méchant. D'accord, il a une très mauvaise réputation dans l'histoire. Plus tard, je ne sais pas, vous regardez peut-être des films de cette époque, parce qu'il y a beaucoup de films de cette époque, on appelle ça des films de cap et d'épée. À chaque fois, Concino Concini, c'est le méchant. Voilà. Alors, il n'était pas forcément méchant et pire qu'un autre, mais il avait le malheur d'être italien, d'être ami de Marie de Médicis, et vous comprendrez pourquoi par la suite, pourquoi il passe pour un méchant dans l'histoire. Alors, Concino Concini, il fait quand même des choses intéressantes, notamment par rapport aux finances de la France, il rétablit correctement les finances de la France, et aussi, il nomme au conseil du roi un évêque, l'évêque de Luçon, donc c'est un tout petit évêché en France, qui s'appelait Armand Duplessis. Et cet Armand Duplessis, c'est certainement la meilleure chose qu'ait fait Concino Concini en le nommant, parce qu'il va être très très important pour la suite de l'histoire. Alors, Marie Médicis a donc une obsession, se rapprocher de l'Espagne. Vous vous rappelez, à la fin du règne d'Henri IV était prêt à partir pour une guerre contre l'Espagne. Marie Médicis, dès qu'elle est devenue régente, elle a coupé court à cette guerre. Évidemment, elle ne voulait pas faire la guerre aux Espagnols. Elle était proche des Espagnols. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour s'allier à un pays? Alors, vous avez dû vous en rendre compte depuis tous ces cours. Eh bien, on marie les petits princes et les petites princesses ensemble. C'est comme ça. Donc, Marie de Médicis décide d'organiser des mariages entre Louis XIII, qui est tout jeune, donc là, quand ils vont se marier, il a 14 ans, donc il est vraiment jeune. Donc, elle va marier Louis XIII à la fille du roi d'Espagne, qui s'appelle Anne d'Autriche. Pourquoi on l'appelle Anne d'Autriche alors qu'elle vient d'Espagne? Parce que je vous rappelle que cette famille, les Habsbourg, viennent d'Autriche à la base. Donc, Anne d'Autriche va se marier avec Louis XIII, le roi de France, avec la fille du roi d'Espagne, et la sœur de Louis XIII, qui s'appelait Élisabeth, va, elle, épouser le fils du roi d'Espagne. Et vous voyez au document 6, l'échange des princesses. Donc, vous voyez de face Anne d'Autriche et de profil Élisabeth de France. Et donc, ces deux princesses se retrouvent sur un pont près de Hendaye. Hendaye, donc c'est au Pays Basque, à la frontière espagnole, entre la France et l'Espagne. Il y a une petite rivière qui s'appelle la Bidassoa. Il y a une île qu'on appelle l'île des Faisans. Alors, il n'y a rien, il y a juste 3-4 arbres, rien du tout. On construit un petit bâtiment en bois, parce qu'il est provisoire, et on fait passer les princesses sur les ponts. Le pont qui part d'Espagne jusqu'à cette île, et après, de cette île jusqu'à la France. Donc les deux princesses passent, elles se rencontrent, alors elles se disent un petit bonjour, et après, chacune part dans son pays, dans son nouveau pays. Alors, elles n'étaient pas forcément très heureuses de partir, l'une et l'autre. Elles étaient jeunes. Anne d'Autriche a 14 ans et Élisabeth a 13 ans. Donc, elles n'étaient vraiment pas heureuses. Anne d'Autriche est profondément espagnole
et quitter son père, partir dans un pays ennemi, c'était pas forcément du bonheur pour elle, et pareil pour Élisabeth. Et un autre qui est très malheureux, c'est Louis XIII. Louis XIII, il voit partir sa sœur, évidemment, il est triste puisqu'il aimait beaucoup sa sœur, et à la place, on lui donne une épouse espagnole. Il n'était pas du tout en âge de se marier. Alors, il faut savoir que Louis XIII, quand son père s'occupait de lui, quand il était petit, avant qu'Henri IV meure, Henri IV, il n'arrêtait pas de lui dire que les Espagnols, c'était les ennemis, qu'il fallait combattre. Henri IV, je vous rappelle, il est mort juste avant de déclarer une guerre contre l'Espagne. Donc Louis XIII, lui, il détestait les Espagnols, et on lui donne pour épouse une Espagnole. Et ce pauvre Louis XIII, en plus de ça, c'était pas un prince très joyeux. Déjà, enfin, il était très joyeux jusqu'à la mort de son père. C'était un petit prince qui s'amusait, qui aimait bien jouer, voilà, tout allait bien pour lui. Et le jour où son père est mort, ça a été le drame. Et pauvre prince, il bégait. Je pense que vous savez ce que ça veut dire, hein, de bégayer. Et avec sa mère, ça passait pas trop. Ils n'avaient pas une relation très sympathique, la mère et le fils. Et donc, dès qu'il bégait, dès qu'il a peur, dès qu'il angoisse, il bégait. Et Marie de Médicis, pour lui faire arrêter son bégaiement, elle le fait fouetter. Donc, fouetter un roi, même si c'est un enfant, c'est pas génial. Et surtout, ça ne va pas du tout arranger son bégaiement. Au contraire, ça va renforcer son bégaiement. Donc, tout ça accumulé fait que Louis XIII est franchement triste et malheureux. Et pour ne rien arranger, Marie de Médicis, à un moment, normal, le roi, on considère qu'il est majeur à 13 ans. Donc là, en plus, il a 14 ans, il est marié. Il peut se considérer comme vraiment majeur, puisqu'en plus, on l'a marié. Donc, voilà. Eh ben non, elle veut pas, elle refuse qu'il participe au conseil du roi. Elle veut continuer à gouverner la France, alors qu'officiellement, elle n'est plus régente. Maintenant, c'est la reine-mère. Du jour où Louis XIII a 13 ans, il n'y a plus de régence. Même si, évidemment, à 13 ans, il ne peut pas vraiment gouverner. Mais normalement, la reine est tenue à ce qu'il participe au conseil. Déjà, Henri IV, quand il était petit, le prenait sur ses genoux pour lui montrer comment ça se passait. Avec Marie Médicis, pas du tout. Et là, le problème, c'est qu'il a l'âge d'y participer. L'âge officiel. Elle le fait passer pour un idiot. Parce que comme il bégait, voilà, il passe son temps à la chasse, bah oui, parce qu'il s'occupe à autre chose, parce qu'on lui refuse de s'intéresser à la politique. Donc, il passe pour un idiot. Et pour ne rien arranger, Concino Concini, le Premier ministre, lui aussi, le fait passer pour un idiot et en plus le méprise. C'est-à-dire que quand il passe devant le roi, il ne le salue pas. Normalement, tout le monde doit enlever son chapeau devant le roi. On le remet. Mais en France, on est obligé d'enlever son chapeau pour saluer quelqu'un, et surtout quand c'est le roi. Et Concino Concini, il passe devant le roi sans rien faire, sans enlever son chapeau, sans lui dire bonjour, rien du tout. Donc c'est vraiment pas du tout du goût de Louis XIII qui ne dit rien, mais qui n'en pense pas moins. Donc il est de plus en plus en colère, et Louis XIII, en allant à la chasse, il va très souvent à la chasse, il adore les armes, voilà, c'est vraiment son plaisir, il se crée une bande d'amis, dont un ami qui s'appelle le duc de Luynes. Voilà. Et ils vont mettre en place quelque chose, et ce sera l'objet du cours suivant.